Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui en commentant l'actualité avec Alex Darmon, journaliste politique. Votre Bonjour. chaîne Les Indécis, c'est une chaîne de débat politique qu'on retrouve sur YouTube. Et puis on vous retrouve tous les vendredis dans La Vérité en face de Patrick Roger avec Éric Tegner. Jules Laurent, vous êtes rédacteur en chef de Frontières. Bonjour. Bonjour. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes. Bonjour. Et Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum transatlantique. Bonjour à vous également. LFI veut donc supprimer du code pénal le délit d'apologie du terrorisme. Alors on va en parler. Le RN prêt à censurer le gouvernement Barnier s'il ne change pas certaines choses du budget. Et puis la journée contre les violences faites aux femmes avec cette question sur la politisation de la défense des droits des femmes. Beaucoup de sujets de toute façon à évoquer avec vous. On va commencer avec votre coup de cœur, Alexis Bachelet. Ah oui, Oui. tout de suite. Oui, tout de suite. Bah oui, c'est un peu. Le principe. Pourquoi vous dormiez Non, on commence rarement par mon coup de cœur, Oh, mais oui, mais merci, là- c'est gentil. Non, mais c'est parce que il y a pas de. Non, je fais en fonction. Là, je me dis que quand on commence l'émission, on peut être sur des choses un peu plus légères, un peu plus. Nous serons deux. Voilà. Nous serons deux, Je Alex. suis pressé Alors. d'entendre du coup. Alors, Oui, mon coup de cœur, c'est pour le biopic sur la vie de Charles Aznavour ouais. et la performance XXL de Tahar Rahim. Rahim, ouais. Outre le fait que il y a une bande. Une bande son. Et puis, Une bande son oui. extraordinaire, forcément, parce que voilà, c'est des musiques qu'on a déjà entendues et qu'on a plaisir à réentendre. On est vraiment plongé dans la vie de Charles Aznavour, mais surtout, on oublie presque que c'est pas Charles Aznavour, quoi, qui est malheureusement nous a quittés, mais que c'est un acteur qui joue Charles Aznavour. Et il y a un jeu d'acteur, quoi. Il y a des ressemblances extraordinaires, même physiquement. Enfin bon, tout est un peu étonnant dans le film, et on ressort de là en se disant que quand même on a un grand film, quoi. Voilà, même si on pensait savoir plein de choses sur la vie de Charles Aznavour, on en apprend beaucoup, et vraiment voilà, c'était mon coup de cœur parce que je l'ai vu il y a quelques jours et que C'est marrant parce que moi j'ai eu des échos différents. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait des gens qui sur le étaient film, assez qui le trouvaient sévères. un peu misérabiliste, un petit peu trop, même pas misérabiliste, mais très négatif sur l'homme finalement, qui avait un peu abandonné sa famille. Mais je l'ai pas vu moi. Je sais Je pas l'ai si pas vous vu l'avez non plus. bon. Mais la performance, Mais la les images que performance j'ai de vues, Tahar Rahim est Tahar Rahim incroyable. Rien pour exceptionnelle. ça, oui. Voilà, je pense qu'il faut distinguer peut-être la Absolument. performance de l'acteur, Ouais. indépendamment de ce qu'on apprécie ou pas, de la rigueur historique. Moi, je sais pas, je vous avoue, j'ai pas étudié la biographie de Charles Aznavour, donc sa vie privée est dépeinte. C'est vrai qu'il y a des côtés quand même positifs, hein, parce que c'est quelqu'un qui est très attaché à sa famille. On voit ça, il a une relation forte avec sa sœur, avec ses parents, etc. Bon, puis après, effectivement, il y a moi je savais pas, un de ses fils qui se suicide, mais c'était pas son fils Non, naturel. Enfin, c'était un enfant qu'il a découvert sur le tard, etc., etc. Donc c'est une histoire douloureuse par certains côtés. Il y a un côté dramatique, mais bon, c'est aussi l'intérêt du film. Il y a une dramaturgie, mais indépendamment du jugement qu'on peut porter sur l'homme Charles Aznavour et sur ce que le film nous en apprend, je pense qu'on peut consensuellement peut-être saluer la performance de l'acteur. On peut écouter un extrait. Jamel, notre réalisateur, me propose d'écouter cet extrait. Sur le consensus. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là a coché ces villages jusque sous nos fenêtres, et cinéble garni qui nous servait de C'est vrai que lit. Impressionnant. c'est impressionnant. Hein. Il a pris beaucoup de cours apparemment de Oui. chant pendant très longtemps pour arriver à cette performance. Oui, absolument. Moi, je trouve Jean-Claude Beaujour. que la réalisation de cet acteur est impressionnante. Et puis, dans l'histoire de Charles Aznavour, il y a 2-3 enseignements. Alors, on n'aimera pas le film, on trouvera misérabiliste pas assez. C'est aussi de se souvenir de cette vie de ce jeune immigré qui effectivement, à force de travail, à force de résilience, à force de persévérance, il arrive à se faire un trou. C'est vrai que sa chanson n'a pas été toujours mise en avant parce que certains estimaient qu'il n'était pas assez intello, trop populaire, etc. Pas assez beau même, certains. Ouais. Pas assez beau. Hein. Oui, Ça, absolument. je sais pas si dans le film ils en parlent. Mais... Voyez, par les temps qui Si, courent, puis refaire le nez. par les temps qui courent, j'ai envie de dire,
les problèmes que nous avons aujourd'hui ont presque à peu près toujours existé. La seule différence, c'est de la manière dont on les traitait. Et on a dit qu'il y a toujours des choses dramatiques, mais c'est aussi un film d'espoir, parce que finalement, cette réconciliation française, le cheminement, la persévérance pour nos jeunes qui doutent, parce qu'on a l'impression que c'était toujours plus facile avant et que maintenant c'est dramatique. J'ai envie de dire, c'est aussi ça le beau message d'Aznavour. Alors Jean-Claude, vous aviez un coup de cœur? Absolument, là aussi, parce pour une série Netflix d'animation. Absolument, Arcane, qui est une très belle série Netflix d'animation, qui est une série française, qui est l'une des plus grosses diffusions sur la plateforme, la plateforme Netflix, donc mondiale quasiment. Et vous voyez, au moment où on dit qu'on parle de désindustrialisation, on ne sait pas dans quel couloir de nage nous situer, nous Français, c'est aussi une réalisation technique, une prouesse technique, puisque la création repose sur j'ai envie de dire, sur une minutie extrêmement fine entre savoir-faire artisanal et puis haute technologie. Chaque décor est peint à la main, vous avez des centaines de contrôles de mouvements. Tout ça, c'est fait par une entreprise française, par des entreprises françaises qui sont en région, très souvent, et donc qui arrivent à rayonner sur le plan international. Donc oui, tout ne va pas que mal. Nous avons aussi, donc je vous invite, même si la série ne devrait plus être programmée en continu, mais je vous invite à la regarder. Donc Arcane. Arcane. Très bien. On va marquer une pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de l'actualité avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve évidemment tous les vendredis dans l'émission de Patrick Roger, La Vérité en face. Et vous êtes face à Éric Tegner et également sur YouTube, votre chaîne de débat politique Les Indécis. Jules Laurent, vous êtes rédacteur en chef de Frontières. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes. Et Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique. On va revenir sur cette proposition du groupe LFI qui veut supprimer du code pénal le délit d'apologie du terrorisme. Le RN prêt à censurer Barnier qu'il juge camper sur ses positions, on verra. Et les violences faites aux femmes, évidemment. C'est la journée aujourd'hui. La défense des femmes doit-elle être politisée? On vous pose la question parce qu'on sent qu'il y a du féminisme de droite, du féminisme de gauche. Il faudrait peut-être un peu plus de solidarité, d'union, d'unité dans ces combats. Et puis évidemment, on parlera de Boualem Sansal. On en parlera ici tous les jours jusqu'à ce qu'il soit libéré ou qu'il y ait une réponse, en tout cas, de l'Algérie. On continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alex, c'est un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur pour les maires de France, en fait, que j'ai eu la chance de côtoyer la semaine dernière pendant plusieurs jours au Salon des maires, puisque j'y étais. Et je trouve qu'ils font un travail formidable, qu'ils sont, comme le dit le président du Sénat, Gérard Larcher, à porte en engueulade, à portée de baffe, même il dit, puisque ce sont les élus qui sont les plus proches du terrain, et que chaque année, lors du Salon des maires, on met un coup de projecteur sur eux, et que le reste de l'année, on les oublie un petit peu, alors qu'ils sont tous les week-ends sur les marchés, tous les jours dans leurs bureaux, toutes les heures auprès de leurs administrés pour pouvoir répondre à leurs interrogations et à leurs questions, qu'on leur demande de plus en plus d'engagement, de plus en plus de réponses à leurs questions, et qu'on leur enlève de plus en plus de moyens et de marge de manœuvre. Et moi, j'ai pu parler, j'ai pu discuter avec eux la semaine dernière. Et j'ai même pu, pour rien vous cacher, animer une discussion avec la ministre en charge du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, Catherine Vautrin, et avec les travaux publics et tous les maires de France à ce moment-là. Et je peux vous dire qu'il y a une véritable inquiétude de la part de ces élus locaux, que chaque année elle monte, mais que là elle est vraiment très en haut, puisqu'on leur demande au bas mot cette année de réduire de 5 milliards leurs dépenses. Dans une V0 du budget qui a été présenté. On n'a pas trop compris d'ailleurs ce qu'avait dit le Premier ministre jeudi, s'il allait dans une V1 ou dans une V2 augmenter, baisser. On en parlera sans doute tout à l'heure au moment de la venue de Marine Le Pen, de la discussion autour de la venue de Marine Le Pen chez Michel Barnier ce matin. Bref, on les laisse un peu de côté alors que ce sont eux qui dépensent le plus pour les concitoyens aujourd'hui, ces élus locaux. Ce sont eux qui font vivre nos territoires et de l'autre côté, on leur demande leur avis en dernier. Ouais. Voilà, tout le temps. Donc c'était vraiment un coup de cœur que je voulais leur lancer parce que c'est, vous savez, c'est pas très bien payé d'être maire de France aujourd'hui, à part dans les grandes villes, et même dans les grandes villes, on pourrait se poser la question. Voilà, c'est pas très bien payé et ils mettent tout leur temps, ces élus locaux, pour les citoyens, et c'est un métier et une fonction qui n'est pas tellement reconnue. Je voulais simplement leur adresser un message de sympathie ce matin.
Vous êtes adjoint au maire, vous en savez quelque chose, Alexis Bachelet? C'est pas un métier, c'est une vocation parce que on compte pas les heures. Et effectivement, je remercie Alex Darmon pour son coup de chapeau au maire et à leurs équipes, parce que en particulier dans les grandes villes, il y a des équipes municipales qui sont mobilisées pour faire tourner la commune. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, outre le contexte on va dire qui s'est largement modifié avec l'émergence des réseaux sociaux. C'est vrai qu'avant, on subissait des critiques, mais les gens venaient nous le dire. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on a l'impression d'un défouloir où systématiquement, dès qu'il y a un problème, il y a un lampadaire en panne dans une rue, il y a un trou dans la route. Il y a des gens qui se défoulent sur les réseaux sociaux. Bon, donc c'est plus dur. Voilà, faut dire ce qui est. C'est pas mieux rémunéré, c'est plus dur. Et en plus, c'est vrai que là, c'est un peu le coup de grâce parce que l'État vient pointer aussi du doigt finalement quelque part les collectivités, parce que quand on annonce une économie de 5 milliards, je tiens à alerter, l'investissement public, il est porté à 70% par les collectivités locales. Quand on parle d'investissement public, ça veut dire les routes, les écoles, les crèches, les gymnases, et ça veut dire aussi derrière toute une économie du bâtiment aussi, des travaux publics. Donc en fait, c'est des centaines de milliers d'emplois qui, dans ma commune, je vais parler de manière très concrète, on a un budget d'investissement en moyenne de 50 à 60 millions d'euros par an. Là, aujourd'hui, on est en train de redescendre vers les 40 millions. C'est-à-dire, on enlève 10 millions d'euros d'investissement. C'est énorme. Donc vous imaginez ce que ça veut dire derrière en termes de projets qu'on va pas pouvoir faire, qu'on va devoir arrêter ou décaler dans le temps, parce qu'il y a aussi des choses qu'on est obligé de faire quand un gymnase est trop vétuste et qu'il faut le rénover, etc. Donc voilà, c'est pas des choses aériennes, on parle pas de choses stratosphériques, on parle vraiment de la vie quotidienne des gens, parce que c'est ça aussi qu'il faut rappeler, c'est que nous, on est vraiment en charge de la vie quotidienne dans les collectivités. C'est le concret. Oui, c'est vrai que je ne peux que m'associer à ce qui a été dit pour deux raisons assez classiques. Alors, 5 milliards de réduction des dépenses des collectivités, c'est 5 milliards, il faut bien que nos auditeurs le comprennent, c'est 5 milliards de moins à un service public au sens général du terme, service public apporté par les collectivités à nos concitoyens. C'est 5 milliards de moins. Donc, c'est pas 5 milliards de moins dans la poche des élus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, non, mais parce qu'il y a des confusions et on oublie les faits. La deuxième chose, on disait vocation. Oui, c'est une vocation parce que je vais vous dire, le poste d'élu, ce sont des postes à plein temps qui sont payés souvent moins que le SMIC, parce que le plus gros de nos communes sont des petites communes. Et même lorsque vous avez une grande ville, ce ne sont pas des rémunérations à la hauteur de ce qui est attendu de responsables. Troisième chose, n'oublions pas que on donne moins de moyens et on fait peser des responsabilités. Et là, pour le coup, c'est l'avocat qui parle. On fait peser des responsabilités, y compris une responsabilité pénale sur les élus. Si vous avez un panier qui tombe, oui, effectivement, on peut comprendre une victime qui dit mais que fait le maire, qu'a fait la mairie. Donc, vous voyez, il y a tout cela. Il faut peut-être ça mériterait qu'on fasse débat avec les Français disent, parce que lorsqu'on parle d'économie, lorsqu'on parle de projet de société, qu'est-ce qu'on veut et comment on le veut. Et je terminerai tout simplement en disant que oui, beaucoup de maires abandonnent parce que très naturellement, beaucoup de gens vous disent, écoutez, mais pourquoi est-ce que je fais tout cela? Parce qu'en plus, on est dans une société où la proximité, elle n'est pas celle du député, elle est avec véritablement, c'est l'élu, et le moindre truc, on vous dit, que fait le maire? C'est lui qui est considéré comme responsable de tout. Donc oui, il faut en prendre conscience. Et juste une chose, Valérie, c'est qu'on nous demande toujours plus de transition écologique, et c'est normal. Mais quand vous enlevez des moyens aux élus locaux, transition écologique, ça coûte cher en fait. Donc il y a quelque chose de schizophrène là-dedans, de dire aux élus locaux, aux mairies, il faut faire plus de choses dans la transition écologique, plus de ponts, plus de transports, plus de transports, de mobilité douce. C'est schizophrène en fait, le fait de ne plus investir, c'est vraiment le fait d'hypothéquer l'avenir. Au-delà des mots, les actes supposent un peu de moyens. Et aller parler avec les entreprises de travaux publics qui vous disent qu'aujourd'hui elles n'y arrivent plus. On va passer à votre coup de gueule, Jules. Ça concerne une émission qui fait beaucoup réagir hier. Ça concerne évidemment l'arrestation de Boualem Samsal depuis le 18 novembre, c'est ça. Ça fait maintenant 10 jours qu'on est sans nouvelles de lui. Enfin, on sait qu'il a été arrêté à sa descente d'avion. C'est un écrivain, un intellectuel qui a une parole libre, et il a été arrêté hier soir. L'émission C'est Politique s'intéressait à ce sujet.
Tout à fait, c'est un coup de gueule. Je voulais justement revenir sur le traitement honteux et choquant qu'a eu le service public sur la question de l'emprisonnement de Boualem Sansal en Algérie, et notamment à travers cette émission, c'est ce soir et hier sur France 5, où plusieurs intervenants ont justifié par une rhétorique à l'extrême droite l'emprisonnement de Boualem Sansal. On peut peut-être écouter un extrait. C'est Sidi Nedjib Moussa, politologue, qui s'exprime. Boualem Sansal, depuis quelques années, alimente un discours hostile à l'égard des immigrés, des musulmans, et reprend tous les thèmes d'Éric Zemmour. Vous avez montré un entretien, on aurait pu prendre un extrait d'un entretien qu'il a donné à Frontières, qui est un média d'extrême droite. C'est quand même choquant. C'est quand même choquant. Je ne dis pas que ça justifie un emprisonnement. Encore une fois, je répète, mes principes sont clairs là-dessus. Quand je vois que des militants des droits de l'homme, des militants antiracistes, des intellectuels du milieu culturel parisien le présentent comme un homme des Lumières, un homme qui défend les grandes causes, je suis désolé, mais ils se trompent complètement. Ou alors ils sont aveugles, ou alors ils sont complices. Alors, ce qui s'est passé en fait hier, c'est qu'ils ont tout simplement fait le procès de Boualem Sansal avant son procès en Algérie. On l'entend, ils font une rhétorique à l'extrême droite. Ils disent que Boualem Sansal reprend les thèses de Éric Zemmour. Moi qui défends Boualem Sansal, je suis d'extrême droite. Voilà, exactement. Donc ils ont fait cette rhétorique-là. C'est cet essayiste, Nedjib Sidi Moussa, qui après déjà nous avoir diffamé en disant qu'on était d'extrême droite, en fait a extrait, vous savez, Boualem Sansal fait partie de notre comité éditorial, donc il vient régulièrement donner des entretiens chez nous. Il a cité cet entretien dont s'est servi l'Algérie pour faire condamner, pour aujourd'hui faire emprisonner. Pour faire arrêter, il va passer, aujourd'hui il va être pour faire arrêter présenté Boualem au Sansal. parquet. Sauf qu'en fait, en faisant ça, c'est ne pas comprendre ce qui se joue derrière en fait l'arrestation de Boualem Sansal. Boualem Sansal, qu'est-ce qu'il est en réalité? Il est otage de la relation France-Algérie. Dans l'entretien qu'il avait donné à Frontières, Boualem Sansal s'est exprimé sur la question du Front Polisario. C'est ça qui a brutalisé le débat en Algérie, c'est-à-dire que l'Algérie directement a réagi et a conclu que Boualem Sansal faisait de l'intelligence avec l'ennemi. Ils ont alors cherché des prétextes, et ils sont allés chercher cet extrait pour trouver un fondement et aller récupérer cette histoire avec cet entretien pour que Boualem Sansal soit emprisonné. Donc en fait, que fait le service public à ce moment-là? Le service public donne des gages au pouvoir algérien pour qu'il puisse... En fait, moi je pense même que le tribunal algérien, il est possible qu'il cite même ce qui est dit en France aujourd'hui dans le débat public, et qu'il cite que le fait que Boualem Sansal effectivement serait quelqu'un d'extrême droite, serait quelqu'un qui serait, comme on dit, algérophobe. Vous avez vu cette une aujourd'hui qui est sortie où il parle des algérophobes, et donc le service public ne comprend pas ce qui se joue derrière, avec un Boualem Sansal qui est otage de cette relation, et un Boualem Sansal qui en fait aujourd'hui dont on n'a plus de nouvelles et qui va passer aujourd'hui devant le juge pour condamnation. Oui, ça blesse le sentiment national. C'est le 8 mai. C'est ce que disaient certains intervenants hier en plateau. On entendait aussi, sans jamais justifier l'arrestation, il faut comprendre. Point de suspension. Il y avait Rachel Binas, qui est journaliste à Marianne, qui était bien seule, mais qui a été courageuse et qui a tenté un peu d'argumenter, mais face à un plateau comme celui-là. Et je dois dire, je pense qu'ils ne sont pas fiers de cette émission, parce que j'ai regardé le compte X de l'émission où il y a en moyenne 10 à 12 reprises sur le fil. Hier, il n'y en a eu qu'une seule, qui était celle de Rachel Binas. Donc je pense qu'il y a quelque part un moment où les propos, mais en même temps on doit les rectifier aussi en plateau quand on est journaliste. Exactement, en fait Thomas Snegarov, il a absolument pas joué son rôle de modérateur dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il commence l'émission en disant on va ouvrir le débat. C'est-à-dire que dès le début de l'émission, après, on aurait pu... Ce qu'a dit Rachel Binas, il n'y a pas de débat. Dès le début, il dit on va ouvrir le débat sur justement cette question, est-ce que Boualem Sansal est d'extrême droite? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait leur émission pour se poser cette question sur est-ce qu'on doit défendre cet écrivain qui est quand même un écrivain reconnu, renommé pour ses prises de position pour la liberté, qui a lutté contre l'islamisme en Algérie, qui a connu les années noires en Algérie. Aujourd'hui en France, des personnes du service public vont ouvrir un débat sur est-ce que Boualem Sansal est d'extrême droite. C'est ça le sujet qui intéresse le service public aujourd'hui, mais c'est absolument scandaleux, et c'est scandaleux qu'il n'y ait pas eu cet exercice de modération de la part du service public. Alors, on va y revenir. Vous pourrez répondre, nous dire ce que vous en pensez. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble et nous commentons l'actualité. L'actualité, c'est l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal. Vous vouliez réagir. Alors, je ne sais pas qui veut réagir. Jean-Claude Beaujour, à ce que disait Jules Laurent, donc rédacteur en chef de Frontières. Vous avez été mis en cause dans cette émission de France 5, ce qui est tout à fait... effectivement, hier, ils ont fait le procès de Boualem Sansal. Dans un pays où on fait maintenant plus que désormais que de la réaction à l'émotion, moi j'ai envie de revenir sur les fondamentaux. Je ne sais toujours pas sur quel chef d'accusation ou pour quel chef d'accusation il a été arrêté. Ça, c'est la première chose. Et ça fait partie des grands fondamentaux aujourd'hui. La deuxième chose, c'est aussi un citoyen français. On me disait, oui, mais c'est pas reconnu par l'Algérie. Peu importe. C'est l'un de nos citoyens. Moi, mon sujet, c'est, et j'ai envie de dire, compte tenu des éléments que nous savons, que fait le gouvernement pour pouvoir assurer la défense d'un citoyen français dans ces conditions. Alors, je sais que le Quai d'Orsay est toujours très discret pour pouvoir agir, ça je reconnais. J'ai envie de dire que fait le barreau de Paris, que font un certain nombre d'institutions, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut montrer que celui ou celle qui est concerné n'est pas tout seul, c'est la première chose. Voilà, moi ce sont mes premières questions sur ce sujet, et on ne peut en aucun cas justifier qu'il serait d'extrême droite ou d'extrême je ne sais quoi, pour ne pas lui ou qu'il pense mal. Je vous dirais exactement la même chose si M. Zemmour était arrêté. Je vous dirais exactement la même chose, ou qui que ce soit. Nous avons vous me connaissez, on applique la loi parce que c'est le seul élément qui fait que nous faisons encore société à ce jour. Alexis Bachelet. C'est l'essentiel a été dit. Il y a une question d'état de droit. Effectivement, Boualem Sansal est arrêté pour des questions d'opinion, parce qu'il a pris des positions qui déplaisent à un régime politique, auquel cas il doit être libéré immédiatement, et même indépendamment d'ailleurs qu'il soit de nationalité française ou pas. Je veux dire, oui, bien sûr. C'est pas parce qu'il est il a la double nationalité que il doit être protégé ou condamné d'ailleurs. La question, c'est... Non, mais nous sommes obligés, parce que c'est un citoyen français, nous avons en plus un certain nombre... C'est la responsabilité du coup des autorités françaises d'être encore plus véhémentes. Et des organisations, vous avez toutes ces associations de défense des droits de l'homme. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la première fois que ces questions-là sont posées, puisque moi je me rappelle des débats récents, par exemple sur Alexei Navalny. Il y avait des gens qui disaient non mais on peut pas défendre Alexei Navalny parce qu'il prend des positions nationalistes, de droite, radicales, etc. Et moi, je faisais partie des gens, mais c'était vrai aussi à l'époque de Solzhenitsyn, où on peut ne pas être d'accord avec, je dirais, les convictions de quelqu'un, et pour autant défendre son intégrité physique, défendre sa liberté de parole, et défendre aussi le droit de s'opposer par la parole, parce que je sache, Boualem Sansal n'a pas mené d'action autre que celle d'écrire des livres, des articles ou de participer à des émissions. Et donc, de ce point de vue-là, sa libération doit être menée comme un combat pour la liberté d'expression. Même si on n'est pas d'accord, encore une fois, avec les prises de position qu'il a pu avoir sur tel ou tel sujet. Pour moi, c'est deux sujets différents. Alors, il y a une dernière clé de lecture qui est celle de la volonté de l'Algérie d'humilier le pouvoir français. Ça, c'est très très important pour eux, parce que en lame de fond, il y a évidemment la question du Sahara occidental. Il y a une crise diplomatique. Et il y a la question des OQTF. Et la question de la naturalisation de Boualem Sansal a été vécue là-bas comme évidemment une provocation. Donc derrière cette arrestation, il y a une volonté de faire pression sur le pouvoir français et après d'obtenir des accords et des choses qui pourraient les avantager. Et puis il y a une chose quand même, on a affaire à une dictature. Parce qu'Alexis, tu parles de régime politique. L'Algérie, que je sache, est une dictature. On ne peut pas dire le contraire. Donc à partir de là, comme l'Algérie est une dictature, oui, effectivement, le pouvoir français, le Quai d'Orsay ne réagissent pas, parce que sans doute il y a des bonnes raisons. Dans ce genre d'affaires, vous avez sans doute plus intérêt à garder le silence quand vous êtes aux responsabilités politiques qu'à vouloir parler à tout va. Mais aujourd'hui, on a affaire à, je ne peux pas dire kidnapping, parce que j'irai un peu loin, mais objectivement, on n'a pas de nouvelles de ce monsieur depuis plusieurs jours. On ne sait pas quelles sont les conditions de détention. Qui le défendra? J'entendais son avocat français. On ne sait pas qui le défendra. On ne sait pas où est-ce qu'il est depuis plusieurs jours, dans quelles conditions il est détenu. Et donc, on a affaire à une dictature. Et
En fond de l'âme, il y a aussi effectivement une crise diplomatique. Mais rappelez-vous, il y a un an et demi, l'affaire Naël. Rappelez-vous, il y a un an et demi, l'affaire Naël, où le pouvoir politique algérien avait fait preuve d'ingérence en donnant son avis sur cette situation-là. Et donc, par conséquent, quand vous avez un pouvoir français, pas sur cette histoire-là, mais en règle générale depuis 1, 2, 3 ans, ne réagit pas sur les prises de position algériennes, effectivement, aujourd'hui, l'Algérie en profite et torpille clairement les prises de position et le pouvoir français. Donc il va falloir avoir une réaction pour pouvoir aider cet auteur. Oui, en fait, c'est ce que veut l'Algérie aussi. Ce qu'on est en train de faire, c'est ce que veut l'Algérie. C'est-à-dire qu'on soit, et que la France soit en position de faiblesse et de demander, évidemment, de demander des choses à l'Algérie. Et ça, après la visite, évidemment, au Maroc, après la position... Mais il faut assumer pour Emmanuel Macron. Vous savez, il y a un moment donné, il a effectivement dit, pendant longtemps, il n'a pas donné sa position sur le Sahara occidental. Il l'a fait l'été dernier contre toute attente. Il faut avouer que personne ne s'attendait à cette prise de position. Il a fait une visite officielle au Maroc il y a quelques semaines en grande pompe. Aujourd'hui, il doit assumer aussi Enfin, franchement, il n'a plus que ça à faire, entre guillemets, Emmanuel Macron. Il est président de la République, il doit s'occuper des affaires internationales. Parce qu'en plus, au niveau national, on en parlera tout à l'heure, je ne pense pas qu'il ait son mot à dire pour le moment. Donc aujourd'hui, il doit assumer et réagir sur cette crise diplomatique qui s'opère entre la France et l'Algérie. Il est possible que les politiques algériens, d'ailleurs, ne réagissent pas vraiment beaucoup à l'affaire pour dire la justice est indépendante, c'est la justice qui va traiter de l'affaire, alors qu'on sait que... Mais on ne sait pas ce qui lui est reproché, qu'est-ce qui lui est reproché. Mais je pose toujours la question. Ils vont faire... A priori, donc on n'a pas encore effectivement l'information claire et précise, mais c'est pour intelligence avec l'ennemi. C'est sur la question du Maroc. C'est par rapport à la question du Front Polisario. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a un acte voilà, je veux dire, avant, non, c'est pas... On n'arrête pas en disant qu'après, on va justifier en général au moment où on arrête. En Algérie, si. Mon propos, vous l'aurez compris. Il y a la question aussi de l'émission d'hier, du service public, qui propose ce débat. Alors Valérie, qui propose ce débat, moi je trouve qu'ils sont dans leur droit le plus complet, le plus total. En revanche, qu'ils ne modèrent pas le débat. Mais je l'ai pas vu l'émission, donc là je suis en train de parler sans avoir, mais en entendant ce qui a été dit hier par ce monsieur que je ne connaissais pas, effectivement, vous vous dites, il y a du macronisme là-dedans. Je vais faire un parallèle. C'est oui, bon, moi je juge pas le fait qu'ils puissent dire ce qu'ils veulent. Mais non, en fait, on est en France. On dit ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Voilà. Et après, si on est sous le coup de la loi, on est sous le coup de la loi. Mais on se fait pas arrêter parce qu'on va dans un pays, dans son pays d'origine, en plus dans son pays de naissance, parce qu'on a tenu des propos qui ne plaisent pas à son pays de naissance. Et puis Alex, là où il faut, et je reviens, pardonnez-moi, mais je reviens toujours à la même chose, c'est que le 8 mai, c'est un avis, c'est une opinion. La question, c'est est-ce qu'il a tenu ou pas? C'est vrai. Est-ce qu'il y a une liberté d'expression? Qu'est-ce qu'il a dit? Et est-ce que ce qu'il a dit enfreint une règle fondamentale? Est-ce que c'est prouvé? Voilà, donc le 8 mai, on ne peut pas à ce niveau se contenter du 8 mai et avec du sentiment et avec de l'appréciation, j'ai envie de dire philosophico-politico. C'est est-ce qu'il a enfreint, parce qu'on parle d'une arrestation. Et la comparaison avec Kamel Daoud aussi est très gênante. Enfin, franchement, hyper gênante. Il vient de remporter le prix Goncourt, il aurait, quasiment, il détesterait son pays d'origine comme Boualem Sansal. Enfin, vous vous rendez compte quand même de ce qui se passe là? Ouais. Et donc, on rappelle Benjamin Stora aussi qui était sur le plateau. Les opposants des islamistes blessent le sentiment national algérien. Et quelqu'un dit, tout comme les caricatures de Charlie Hebdo ont blessé les croyants. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons de commenter l'actualité. Je pense qu'André Berkoff reviendra également sur cette arrestation. Il avait reçu Boualem Sansal dans son émission. Donc évidemment, nous continuerons d'en parler sur Sud Radio. Continuons avec ce qui marque l'actualité, c'est cette proposition de loi. LFI veut supprimer du code pénal le délit d'apologie du terrorisme. Donc article 1, suppression du délit d'apologie du terrorisme. On a entendu des justifications ce week-end expliquer que c'était pour le sortir du code pénal. Je ne sais pas qui a compris quelque chose à cette proposition, le comment, du pourquoi. Là aussi, est-ce que c'est pas fait pour qu'on en parle? Je me pose la question. Oui, alors moi... Ça veut dire quoi, le sortir du code pénal? Ça veut dire revenir sur la loi qui a été votée et donc faire en sorte qu'on ne puisse plus être poursuivi pour délit d'apologie du terrorisme au moment même où effectivement
sans porter atteinte à la liberté d'expression, il y a des choses qui portent atteinte à l'unité nationale et à la sécurité de chacun d'entre nous. Oui, tenir un certain nombre de propos peut justement, et moi je vais aller plus loin, peut justement porter atteinte à d'autres droits fondamentaux, puisque faire la promotion d'un certain nombre de méthodes sont contraires à notre démocratie, à notre loi fondamentale. Donc moi je vais vous dire, la proposition de LFI a peu de chances d'être retenu. Donc, mais c'est fait pour quoi? C'est fait pour faire de la com? C'est fait pour victimiser un certain nombre de gens et pour justifier, pour présenter comme un combat légitime un certain nombre de propos et de comportements dans le contexte actuel qu'on connaît. Je pense qu'il faut dire non. Oui, bien sûr. Enfin, Mathilde Panot, Rima Hassan. Oui, bien sûr. Merci à Soudé. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Pour le coup, Rima Hassan et Mathilde Panot qui ont été entendus pour apologie du terrorisme. Et donc, ce serait de rebasculer, de sortir, si j'ai bien compris, du code pénal pour le mettre dans le code de la presse. Oui, exactement. La presse. Ouais. Qu'est-ce que ça changerait? Tout. Les peines, en fait, il ne s'agissait pas de dépénaliser, il s'agit de changer de registre, parce que si vous êtes dans le registre du code pénal, les peines ne sont pas les mêmes que si c'est dans un délit de presse. Donc c'est la loi de 2014 qui en fait s'est appuyée sur ce qui existait déjà pour le durcir. Pour autant, on peut parfaitement s'opposer à la proposition de la France Insoumise. Néanmoins, si on est parfaitement honnête, on regarde ce que disent des gens comme le juge Trividic, qui était un promoteur de cette transformation, ou la Commission nationale des droits de l'homme, où j'entendais ce matin Sophie Binet, qui dit cette loi, elle a été utilisée aussi pour criminaliser des militants syndicaux. Vous avez cité Mathilde Panot. Je veux dire, à la limite, si c'est Mathilde Panot et Rima Hassan, elles ont les moyens de se défendre. Bon, c'est des parlementaires. Mais si des gens dans des entreprises, parce qu'ils mènent un combat syndical, se voient opposer cette loi pour être selon leurs propos, Alexis. CGT Nord a été condamné. Est-ce que le juge Trividic qui dit que la loi est dévoyée, c'est quelqu'un qui est un islamo-gauchiste et qui est suspect de sympathie envers... Non. Alexis, il n'a pas dit que ça, le juge Trividic. Il a aussi dit, au moment du vote de la loi... Il a dit si c'était à refaire, il ne faudrait pas le refaire comme ça. Oui, mais il n'a pas dit qu'il ne fallait pas le refaire du tout. Donc il faut aussi prendre les propos dans leur globalité, premièrement. Et deuxièmement, objectivement, si on commence à dire il faut sortir parce que c'est abusif et tout, les juges ils servent à quoi? Non, mais je pense que les juges ils doivent juger à un moment donné. C'est une question de droit. Non, oui, mais justement. Et d'application du droit. Mais c'est vieux comme la loi. Une loi, à un moment donné, on la pense utile et puis finalement on se rend compte qu'il y a des effets pervers. Oui, mais là on a oublié une chose, c'est que la loi porte sur l'apologie du terrorisme. Oui. Est-ce que le travail du syndicaliste, c'est d'aller sur un certain nombre de terrains? Parce que pour qu'un syndicaliste se retrouve sous le coup de la loi, sur une loi pour apologie pour le terrorisme, ça veut dire que lui-même va suffisamment loin dans ses propos. C'est pas parce qu'il a dit augmenter les salaires. Ouais, c'est ça, c'était une thématique. C'est pas parce qu'il a dit augmenter les salaires. Or, l'idée, c'est qu'on ne puisse pas non plus utiliser des fonctions que je défends, telles que le droit au syndicat, et qu'il nous faut une meilleure représentation syndicale, que dans le même temps, on puisse dire, non, il n'y a pas de dérive. Ben oui, il y a parfois des dérives. Et il faut savoir, et les gens doivent exercer leurs responsabilités en fonction d'un cadre qui est prédéfini. Et puis, il y a cette obsession, quand vous lisez l'article 3, de la proposition de loi, le gouvernement remet au Parlement dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation par les institutions judiciaires depuis la circulaire relative à la lutte contre les infractions susceptibles d'être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis 7 octobre. Mais justement, donc ça vise... Je suis désolé, mais je l'ai devant moi la phrase. Oui, c'est ça. La phrase qui a été prononcée par ce syndicaliste sur le tract, c'est les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées depuis le 7 octobre. Elles reçoivent des réponses qu'elles ont provoquées. C'est de l'apologie du terrorisme. Et à partir de là, on peut dire ce qu'on veut, mais effectivement, il ne demande pas augmenter les salaires. Il sort de son champ de compétences. Il n'est pas jugé en tant que leader syndical. Il est jugé il ne tient pas des propos. Il ne tient pas des propos qui découlent de sa fonction naturelle. Il tient manifestement des propos d'un engagement politique qui sont ce qu'ils sont. Mais avec les conséquences éventuelles que l'on connaît. Ces propos, ils étaient déjà condamnables quand c'était un délit de presse. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on mérite d'aller en prison
pour avoir tenu ce type de propos, parce que quand on est sous le code pénal, c'est juste la question de proportionnalité de la peine entre le délit, le crime commis, etc. Tu as raison, mais la question qui se pose aussi quand on le sort du code pénal, c'est comment ça va être jugé, combien de temps ça va prendre, délit de presse, faire un rapport aussi. Voilà, faire un rapport et tout. C'est aussi tout ça. Dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, c'est pas compréhensible de déposer une proposition de loi comme ça. La loi, pardonnez-moi, mais quel que soit, j'ai beaucoup de respect pour M. Trévidic, mais la loi doit avoir un caractère dissuasif. Si elle n'est pas dissuasive parce qu'on ne reste que dans le champ du délit de presse, les gens payent des amendes, et puis c'est payé par la collectivité, c'est payé par je sais, et puis on recommence. Et puis derrière ça, derrière ces propos qui sont tenus, pardonnez-moi, je suis désolé, on passe notre temps, nous ici et ailleurs, à dire comment est-ce possible lorsqu'il y a des agressions, souvenez-vous de Samuel Paty, etc. On passe notre temps à dire c'est injuste et inacceptable. Et dans le même temps, on dit certains propos seraient acceptables. Je veux dire, c'est là où, et j'ai pas exactement la solution, mais moi je suis désolé. Lorsqu'on justifie des actes de terrorisme, d'une certaine manière, on alimente, on justifie d'autres comportements dont on va dire ils sont inacceptables. Mais de toute façon, la LFI elle-même a rétro-pédalé en fait sur cette question, parce que c'est intéressant. Moi, c'est une de mes journalistes qui, le jeudi soir, a sorti l'information en fait sur ça aussi. Et dès le samedi, ils ont effectivement nuancé en disant que ça allait passer du pénal à la presse. Mais derrière, qu'est-ce qu'ils ont dit aussi? Ils ont dit vous devriez avoir honte, parce qu'en fait, ce que vous reprenez, c'est une information qui a été sortie par l'extrême droite. C'est-à-dire que encore une fois, on retrouve le même narratif qui vise en fait à enlever le fond de l'affaire et à détourner l'attention sur la question de l'extrême droite. Alors eux, ils veulent censurer certains propos, mais par contre sur la question du Hamas, effectivement, parce que si on a une augmentation de ces apologies du terrorisme, c'est parce que derrière il y a eu le 7 octobre. C'est depuis le 7 octobre, il y a un contexte qu'il y a des gens qui s'expriment sur cette question, et la question du Hamas, la LFI, ils ne sont pas clairs, ils n'ont pas été clairs tout au long. Il y a des individus au sein de la LFI qui ont effectivement été convoqués, et ils aimeraient pouvoir s'exprimer clairement sur cette question, parce qu'il y en a qui au fond pensent qu'il y a de la résistance dans le Hamas. Ouais. Alexis? Mais moi, je reviens sur le débat en droit. Il ne s'agit pas de supprimer le délit d'apologie du terrorisme. Il s'agit de le qualifier d'une manière qui était celle qu'on utilisait avant 2014. Si j'ai bien compris, je reste sur le droit. Bon. Donc ça, le débat, il a existé déjà en 2014. Moi, j'étais à l'Assemblée nationale. Et quand on a eu... D'ailleurs, c'est vrai pour cette question-là, mais c'est vrai aussi pour tout un tas de mesures qui ont été prises suite aux attentats sur les mises en détention administrative, etc. On est en une démocratie, il y a un état de droit, donc ces débats-là, ils sont légitimes. Sinon, on dit qu'on n'est plus en démocratie et qu'on installe des délits d'opinion qui méritent la prison. Voilà, c'est comme ça, c'est clair. Je veux dire, il y a des choses qui méritent qu'on puisse, à un moment donné, en débattre sans avoir immédiatement l'instrumentalisation. Parce qu'il y a deux instrumentalisations aujourd'hui. Il y a celle de la LFI, potentiellement, et je ne la nie pas. Je ne suis pas certain que c'était quand même l'initiative la plus importante et la plus attendue des Français quand on est en France. Mais quand je vois certaines réactions politiques, là, j'écoutais François-Xavier Bellamy, et d'autres commentaires qui consistent en gros à dire ils veulent supprimer le délit d'apologie du terrorisme. Ça aussi, c'est une instrumentalisation. Parce que ce délit, il existait avant et il ne s'agit pas de le supprimer. Il s'agit de le qualifier autrement par rapport à des peines de... Est-ce qu'il faut aller jusqu'à des peines d'emprisonnement, des choses comme ça? Regarde, je te donne un exemple. Donc moi, j'essaye de garder la tête froide et d'avoir un débat sur les vrais sujets et pas les prises de position des... Mais est-ce que c'est un vrai sujet pour LFI, cette proposition de loi? Est-ce qu'il n'y a pas des sujets, quand on est la France insoumise, qu'on dit qu'on se préoccupe des Français, que d'aller sur ce sujet-là? Sans déconner. Et ça fonctionne d'ailleurs, puisqu'on en parle. Je te donne juste un exemple. Imaginons qu'on le ramène dans le droit de la bonne presse. manière en plus. Imaginons qu'on ramène l'apologie du terrorisme dans le droit de presse. Son nom m'échappe, de cet homme avec la longue barbe. Non, qui avait Elias Dimzalem. Voilà, en plein Paris, qui avait appelé clairement à l'intifada dans tout Paris. On supprime le délit d'apologie du terrorisme. Et donc on le fait passer dans le droit de presse, et ce monsieur peut répéter, prendre des amendes, et il peut répéter sans problème, sans aucun souci, toutes les semaines, dans des manifestations, appeler à l'intifada, appeler à la récupération de Jérusalem. Je vois pas en quoi ça concerne les Français, au passage, ce thème-là. Et tout le monde dira, c'est normal, c'est que dans le droit de presse. Non, c'est pas logique, en fait. On peut pas laisser faire ça. Alors, c'est là où il faut que nous soyons très clairs. Je pense que dans notre pays... Alors, tu sais, Alexis, je comprends ton point et je l'entends. Pour autant, je pense que justement, il y
y a une position politique à prendre qui soit claire. Et par rapport à ce type de déclaration, non, nous ne devons pas accepter qu'en France, qu'il y ait des gens qui appellent à l'intifada chez nous. Ça doit être très clair et il faut savoir dire non. Et il faut qu'il y ait un coup d'arrêt brutal. Oui. Qu'est-ce que vous... Alors, vous avez vu que François Hollande est celui qui avait fait... oui, c'est ça, en 2014. Quid de l'alliance LFI, Parti Socialiste, qui avait été au PS, Alexis? Non, mais est-ce qu'il doit y avoir... La question, c'est est-ce que la gauche doit se dissocier de LFI, ce que demande M. Retailleau? Notamment il va y avoir le budget, il va y avoir... Voilà, c'est la question. Est-ce que le Parti Socialiste peut continuer d'être allié avec un parti comme celui-là? Vous allez répondre, mais juste Paul Vanier, ce week-end, qui parle du Figaro Magazine en disant « J'ai parcouru ce torchon complotiste, il contient une information, ce journal prend ses lecteurs pour des boomers imbéciles, bons à rouler dans la farine des délires de sa rédaction ». Guillaume Durand lui répond: votre poste dit tout de votre amour de la démocratie, de votre passion pour le pluralisme et du respect que vous avez pour les personnes qui ne pensent pas comme vous. Et c'est quand même assez incroyable d'avoir. C'est-à-dire quoi? C'est la censure. C'est quand on ne pense pas comme LFI, on doit aller au goulag. C'est pas ce qui a été dit là. Il a pas proposé de réouvrir le goulag pour les gens qui ne sont pas d'accord avec LFI. C'est dans le tweet de Guillaume Durand qui dit: je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire en Sibérie, Joseph Staline. C'est une blague. Mais c'est quand même ce que ça sous-entend, c'est-à-dire c'est un torchon populiste, comme quand on accuse Frontière pour l'argument pour décrédibiliser, de dire d'extrême droite, on en pense qu'on en veut. Bref, sur les LFI et la particularité de ce parti, est-ce que le Parti Socialiste peut continuer d'être allié à ce parti? Alors, d'abord, Valérie, c'est une question que vous devriez poser aux responsables du Parti Socialiste quand ils sont derrière le micro, ça vous arrive d'en avoir. Oui. Donc, vous leur posez la question, parce que moi, je ne suis pas responsable du Parti Socialiste. Par ailleurs, premier point. Deuxième point, on voit bien, et c'est pas d'ailleurs un phénomène franco-français, qu'il y a une espèce de polarisation dans le débat public, où finalement, les débats argumentés, les constructions intellectuelles sont remplacées par les postures idéologiques et par les invectives. Il a complètement raison. Et moi, vous m'excusez, j'ai toujours dénoncé les postures, les invectives quand elles venaient de la gauche, ça peut arriver, LFI, ou quand elles venaient de la droite ou de l'extrême droite, le Rassemblement national, qui certes s'est calmé, mais... je peux témoigner qu'on a fait un certain nombre de on en a fait des débats, et je pense que ma position, elle a été constante depuis plusieurs années. Alors que le contexte soit de plus en plus polarisé et qu'on ait de plus en plus envie de s'insulter, de se menacer plutôt que de débattre, ça fait partie du sujet. Parce qu'aujourd'hui, excuse-moi, mais on ne peut plus avoir des débats sereins, mesurés, argumentés. Là, il faut serein, toi et nous, enfin toi et moi et toi et nous. Mais c'est pas ma question. Ma question, et je la pose à tout le monde, c'est est-ce qu'aujourd'hui... C'est aussi la question. Est-ce qu'aujourd'hui le PS peut continuer à être associé Moi, je dis non. à LFI. Alors, ma réponse est évidemment non, parce qu'évidemment, il se cornérise, tactiquement, il se cornérise, et puis j'ai l'impression que ce ne sont pas les valeurs d'un certain nombre de socialistes que je connais bien. J'ajoute, Valérie, l'autre jour, vous m'avez demandé de venir reparler des États-Unis, et on est là à dire comment Trump, autour de lui, etc. Mais ce sont ces propos qui rendent une société, les propos de Vanier, qui font que la société, je fais un parallèle, la société américaine est devenue ce qu'elle est. C'est-à-dire que l'autre n'est pas celui qui pense pas comme vous, qui a un point de vue différent, et on peut toujours imaginer, essayer de se mettre à sa place et se dire, on va trouver un compromis, parce que la société, vivre en société, c'est vivre avec des compromis. Parce que par définition, nous sommes différents, il y a des intérêts, des groupes, il faut faire fonctionner tout cela. Or, ce que dit ce monsieur, c'est que finalement, il y a des gens qui sont parfaitement bien, et il y a l'ennemi en face. Eh bien, ça donne des sociétés polarisées, des sociétés où les gens s'entretuent. Cependant, dans une société, il faut quand même aussi donner un cadre, et c'est justement ce cadre, par exemple, sur l'apologie du terrorisme. Si on ne s'entend pas sur ce cadre-là, si on veut bouleverser tous ces cadres, c'est très très dur justement de mettre des limites et de pouvoir vivre en cohésion ensemble. C'est-à-dire que si on a des gens, si là aujourd'hui LFI essaie justement de minimiser, si ce n'est enlever, mais on va dire minimiser ce délit d'apologie du terrorisme, en fait, on va se retrouver avec des gens qui légitiment les actions du Hamas en France et qui ont le droit de le faire. C'est très dur de vivre ensemble comme ça. Et j'ai envie de dire, c'est pas simplement les actions du Hamas. Non au terrorisme chez nous. Point terminé. Et il faut sanctionner sévèrement parce qu'il y a des sociétés qui savent le faire. Et c'est bizarre, mais ils font jamais ça dans certains pays. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio.
Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on continue de commenter l'actualité. L'actualité, c'était ce matin Marine Le Pen qui était reçue par le Premier ministre. En sortant, elle a déclaré que Michel Barnier était campé sur ses positions. Ma position n'a pas évolué, pas plus semble-t-il que n'a évolué celle du Premier ministre. Sous-entendu que si rien n'évoluait, elle voterait, son groupe voterait la censure. La chef de file donc du Rassemblement national a répété ses lignes rouges au Premier ministre et même s'il a été courtois, visiblement il n'a pas voulu bouger. Donc ça veut dire que c'est quoi? C'est de la pression, vous pensez? Ils n'ont pas intérêt à ce que le gouvernement tombe maintenant. Non, mais ils n'ont pas intérêt à ce que le gouvernement tombe. Mais en fait, c'est vraiment, excusez-moi l'expression, mais vraiment le bordel parce que, entre guillemets, non mais je suis désolé, c'est vraiment ça. Hein. Pour le coup, le bazar, si vous me permettez, c'est que pour que cette motion de censure passe, il faut que tout le nouveau Front populaire et le Rassemblement national vote cette motion de censure qui peut avoir lieu vers le 20 décembre, après qu'il y ait eu discussion au Parlement et tout. Donc, ça veut dire que même, on en parlait juste avant, si les socialistes ne votent pas cette motion de censure, elle ne passe pas. Voilà. Donc en fait, il faut qu'il y ait unité. Et quand on voit aujourd'hui les premières prises de parole des socialistes autour de cette motion de censure, Olivier Faure en tête, qui n'est pas du tout d'accord avec une motion de censure potentielle aujourd'hui, hein, vous vous dites que d'abord, il peut y avoir du mal à ce qu'elle passe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut savoir qui va déposer cette motion de censure. Est-ce que c'est LFI ou est-ce que c'est le RN? Si LFI la dépose, qu'est-ce qu'ils vont écrire dans la motion de censure pour donner possibilité ou pas au Rassemblement national de la voter? C'est un jeu de dupes, c'est géant, c'est un jeu de dupes géant. Parce que ça veut dire quoi demain? Si vous avez une motion de censure qui est votée, le gouvernement tombe. Alors, on ne sait pas quand, parce qu'il peut maintenir Michel Barnier pendant plusieurs semaines, comme il l'avait fait Gabriel Attal. Derrière, vous avez une campagne des législatives qui est lancée. Enfin, non, même pas. Même pas, parce que ça sera au mois de juin. Donc ça veut dire qu'il faut renommer un nouveau Premier ministre. Il peut renommer un nouveau Premier ministre. Donc en fait, il peut renommer Michel Barnier. Et ça serait un peu bizarre. Mais en réalité, personne ne sait ce qui peut se passer dans les jours et dans les semaines qui viennent. Donc personne n'a intérêt à ce que le gouvernement aujourd'hui tombe. Et j'en finirai par une chose. Si il y a une motion de censure, qu'est-ce qu'on fait sur le budget? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de budget. Donc on reprend le budget de 2024. Qui sera appliqué exactement pareil, donc ça fonctionnera normalement à peu près, mais on aura dit tout ça pour ça. Tout le travail qui aura été fait, et travail il y a eu quand même, tout le travail qui aura été fait n'aura servi strictement à rien. Voilà. Oui, tout a été dit. Il y a des questions de calendrier. Puis c'est vrai que la motion de censure, tout dépend de la manière dont elle est rédigée. Et puis on peut très bien dire que par principe, on va voter la censure et qu'en réalité, trouver dans le texte quelque chose qui ne convient pas et auquel cas on ne la vote pas. Et puis dernier point, c'est que celui qui présente une motion de censure qui serait votée a en quelque sorte la prime, le leadership. Et donc, est-ce que le Rassemblement national a intérêt à voter une motion de censure par LFI qui à ce moment-là apparaîtrait comme celui qui a fait tomber le gouvernement et puis ils avaient refusé de voter ensemble et qui deviendrait de facto la seule opposition à Emmanuel Macron. Donc il y aurait une prime automatique dans l'opinion publique, il y aurait une prime automatique. Le Rassemblement national n'a peut-être pas intérêt à finalement refiler le maillot de l'opposition, de leadership dans l'opposition à LFI, parce que là, pour le coup, il en serait fini de l'arrivée aux responsabilités du Rassemblement national dans les 2 ans à venir. Jules Laurent. Moi, je pense que si on est sur des questions de cohérence, c'est-à-dire que ce soit les questions, le Rassemblement national s'est beaucoup exprimé sur le budget, les questions agricoles et autres. Le Rassemblement national, et la retraite, il s'est engagé à des choses. Si on est sur des questions de cohérence, il devrait voter cette motion de censure. Sinon, ils pourront pas être crédibles aux yeux de leurs électeurs d'avoir laissé ce gouvernement alors qu'ils étaient sous surveillance démocratique. C'est exactement les propos de Bardella. Ça veut dire qu'en fait, il a menti à ce moment-là. Oui, mais on peut toujours trouver, parce que justement, il peut être favorable au vote et dans le texte dire pourquoi il ne peut pas ou demander une modification, des modifications qui seraient acceptables pour LFI. C'est dur à faire passer ça. Alexis. Moi, je pense que le Rassemblement national va hésiter à voter cette motion de censure, surtout si elle est déposée par la France insoumise, pour les raisons expliquées par Jean-Claude à ma droite. Mais également parce que Marine Le Pen a été consultée sur le choix de Michel Barnier et qu'elle avait accepté, en sachant parfaitement que cette discussion budgétaire serait extrêmement compliquée, qu'il n'y aurait pas de majorité à la fin, parce que effectivement, quand on additionne les positions du RN, les positions du nouveau Front populaire,
c'est incompatible avec aucun budget présenté par Michel Barnier ne peut avoir une majorité dans ces conditions-là, c'est évident. Donc après, la seule solution qui lui reste, c'est le 49.3. Et donc, on savait très bien qu'on irait vers une motion de censure. Et donc, il n'y avait pas besoin... Alors après, qu'il y ait une espèce de bluff où chacun essaye de faire monter un petit peu la température en disant du côté du Rassemblement national, finalement, attention, le gouvernement va vraiment dans une mauvaise direction, donc on va peut-être la voter. C'est de bonne guerre. Si Michel Barnier fait quelques ouvertures sur quelques amendements, donne des gages, à la fin, vous verrez que il y aura un prétexte, ce sera soit effectivement la rédaction de la motion de censure qui ne convient pas, ça sera des gages donnés par le gouvernement, mais moi je suis convaincu... Une loi immigration 2025, je suis convaincu, ou des promesses d'une future loi immigration, je suis convaincu que finalement le Rassemblement national ne votera pas la motion de censure et laissera Michel Barnier continuer sa mission, parce que sinon qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. C'est un gouvernement de techniciens. Voilà. Non mais donc jusqu'à juin prochain, jusqu'à la prochaine dissolution. Non mais c'est ça qui va se passer, parce que moi je ne crois pas du tout à la théorie de nous dire le président de la République va démissionner. Ça, il faut arrêter avec ça n'arrivera pas. Donc il y aura un gouvernement de techniciens, celui qu'on nous avait promis en juin dernier, qui là pour le coup sera posé jusqu'au mois de juin prochain, et une nouvelle dissolution. Mais attention, il n'y a pas que Michel Barnier qui joue sa tête. Moi j'insiste sur une chose, la gauche joue beaucoup aussi. Enfin, le nouveau Front populaire, si on appelle ça la gauche, joue énormément aussi dans cette prochaine motion de censure, si elle arrive après ce 49.3. Je le répète, le Parti socialiste, il est en train de se désolidariser de la France insoumise. Clairement, vous le voyez sur plein de choses, rien que sur Boualem Sansal, sur l'apologie du terrorisme, il n'y a pas un nom socialiste dans ce dépôt de loi. Non mais c'est quand même énorme, il faut quand même le dire. C'était la même situation avant les législatives anticipées. Oui, non mais les législatives anticipées. Là on n'est plus dans des législatives anticipées, on est dans le concret. Donc demain, s'il y a une motion de censure et que le gouvernement tombe, chacun aura la responsabilité d'avoir voté pour ou contre cette motion de censure. C'est totalement différent, on n'est plus dans une campagne d'élection, je pense. Non, mais tout à fait, c'est à suivre, on va le savoir de toute façon assez vite, et c'est la fin de l'émission. Voilà, ce sera le mot de la fin. On n'a pas eu le temps de parler des violences faites aux femmes avec la défense, avec des propositions qui vont être faites. Vous connaissez le nom de la secrétaire d'État au... C'est une ancienne UMP, je crois, Salima. C'est pas Salima. Ah, c'est bien. Salima Sall. Salima Sall, c'est ça. Bravo. Mais merci. 3 sur 4. Après, c'est pas parce qu'on n'est pas connu qu'on fait pas des choses, mais néanmoins. Non, mais il y a un certain nombre de mesures, effectivement. Pardon. C'était vrai avant. Dans les précédents gouvernements, il y a plein de ministres. Jean-Claude, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a un plan et que le gouvernement va étendre le nombre d'hôpitaux permettant de déposer une plainte. Absolument. Et il faut que les choses et c'est l'occasion aussi pour moi de dire juste un mot. Il va y avoir également un rapport qui va être remis pour la violence faite aux femmes en Outre-mer par Justine Bénat, ancien ministre, et qui pose un diagnostic qui alerte plutôt, parce qu'il ne faut pas oublier nos compatriotes qui vivent en Outre-mer. Absolument. Merci à vous. Merci. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.